Notre édition spéciale consacrée à cette menace terroriste aux conséquences de l'attentat de Moscou continue. On va détailler maintenant, je le disais, un peu plus les conséquences militaires sur le front ukrainien. Vladimir Poutine peut-il en profiter pour déclencher une nouvelle offensive contre Kiev? Avant d'en débattre, on vous raconte comment le président russe fait comme si l'organisation État islamique n'avait pas revendiqué la tuerie terroriste du Crocus City Hall. Fabien Becker. Kiev frappé ce matin par des tirs de missiles russes, faisant au moins 10 blessés. Une nouvelle attaque qui alimente la crainte d'une instrumentalisation par le Kremlin de l'attentat sanglant de vendredi soir près de Moscou. La Russie veut faire de l'Ukraine son bouc émissaire, dénonçait hier Volodymyr Zelensky. Ce qui s'est passé à Moscou est évident. Poutine et les autres salauds essayent juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ce misérable Poutine, au lieu de s'occuper de ses propres citoyens russes, de s'adresser à eux et rester silencieux, réfléchissant à la manière de lier cela à l'Ukraine. Comme pour mieux alimenter la piste ukrainienne, les autorités russes continuent de passer sous silence la revendication de l'attentat par l'État islamique. Une revendication pourtant accréditée par les services de renseignement occidentaux. Hier, 4 auteurs présumés du massacre ont comparu devant un tribunal moscovite. Accusés de terrorisme, ces ressortissants tadjiks ont été torturés par les services de sécurité. La Russie exhibe ses coupables et pense ses plaies. Devant le lieu de l'attentat hier, une foule immense venue se recueillir. Une grande tragédie s'est produite. Personne ne devrait rester indifférent dans de tels moments. Nous devons honorer la mémoire des victimes et comprendre que nous sommes tous ensemble face à cette tragédie. Les larmes coulent, mais nous sommes tous ensemble. Tandis que les recherches dans les décombres se poursuivent, le bilan de l'attentat continue de s'alourdir. À New York cet après-midi, le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu hommage aux victimes par une minute de silence. Les conséquences de cet attentat de Moscou sur la stratégie de Vladimir Poutine en Ukraine, on en débat avec Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes l'ancienne ambassadrice de France dans plusieurs grandes capitales, notamment la capitale russe, et autrice de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. C'est aux éditions Talendier. Jérôme Klej, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po et vous publiez La prospective stratégique. C'est aux éditions Hermann, et Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Peut-être pour commencer, je vous propose d'écouter ou de réécouter la façon dont Vladimir Poutine a annoncé l'arrestation des terroristes présumés. Regardez. Les 4 auteurs de l'attaque terroriste qui ont tiré sur des personnes et les ont tués ont été arrêtés. Ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, selon des données préliminaires, une fenêtre avait été préparée du côté ukrainien pour leur permettre de franchir la frontière de l'État. Sylvie Berman, une première analyse peut-être un peu générale sur la façon dont Vladimir Poutine instrumentalise ou joue, on met des guillemets évidemment, de cet attentat pour son opinion et pour sa stratégie en Ukraine. Est-ce que ça vous a surpris, finalement, qu'ils pointent une piste ukrainienne? Non, ça ne me surprend pas, mais en même temps, c'est totalement surréaliste. Oui. Parce que ce n'est pas les Ukrainiens qui ont pu commettre ce type d'attentat. En plus, ça a été revendiqué par l'État islamique. Les Américains avaient informé, et d'ailleurs, il ne peut pas le nier, puisqu'il avait dit aux Américains que c'était une provocation pour, en fait, déstabiliser la Russie. À l'époque où moi j'étais à Moscou, il y a eu plusieurs attentats, mais pas de l'ampleur de celui-là, ça remonte à 20 ans. Mais il y a eu une attaque contre l'ambassade russe en Afghanistan, par les mêmes. Il y a eu 2 morts et des blessés, et il y a eu d'autres attentats. Et en fait, les Américains informaient les Russes, et un jour, Vladimir Poutine a remercié publiquement les Américains de les avoir informés d'un attentat qui se produirait à Saint-Pétersbourg. C'était une autre époque. Maintenant, effectivement, la Russie a 2 ennemis qui sont bien évidemment l'Ukraine et l'Occident. Et tout ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et effectivement, laisser entendre, même s'il ne dit pas que la responsabilité est celle des Ukrainiens, mais
en affirmant qu'ils avaient un passage vers l'Ukraine, ça les désigne quand même comme responsables. Oui, et ce qu'on va essayer de détailler ou de comprendre dans les prochaines minutes dans cette émission, c'est effectivement ce que Vladimir Poutine va pouvoir en faire, notamment dans sa stratégie en Ukraine. J'ai quand même une question, Jérôme Klech, puisqu'on l'a dit dans cette émission, l'organisation État islamique, c'est un ennemi de longue date de la Russie. Et cette branche afghane était effectivement identifiée et avait déjà revendiqué des attentats. Et pourquoi maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour ces terroristes parce que la Russie est occupée ailleurs d'une certaine façon? Comment vous l'analysez? Probablement. Pourquoi maintenant? En fait, ça, j'allais dire, on ne peut pas prévoir le temps, enfin expliquer pourquoi il a fait beau ou mauvais la veille. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Le pourquoi maintenant, on ne peut pas l'expliquer. En revanche, on peut effectivement expliquer qu'il y avait un contexte favorable pour que cette branche, dont vous avez rappelé qu'elle était établie en Afghanistan et qui a connu, j'allais dire, des heures de gloire entre 2015 et 2019 avec des combats contre les talibans, a connu pas mal de revers depuis et avait besoin de coups d'éclat. Donc déjà, il y avait un besoin de revenir sur la scène internationale. Première chose. Deuxième chose, effectivement, les ressources et la concentration des moyens de renseignement et des forces de sécurité intérieure sont tournés vers un combat qui est l'Ukraine, pour ce qui concerne la Russie. Donc, il y a une sorte de baisse de vigilance sur un combat qui est la lutte contre l'État islamique, qui est peut-être relégué au second plan. Et puis, il y a aussi une faille. Une faille en ce sens que, comme le rappelait Sylvie, les Américains ont prévenu de la résurgence de cette menace islamiste et ça a été balayé d'un revers de manche, croyant là, pour Vladimir Poutine, que c'était une façon pour les Américains d'intimider, de déstabiliser juste avant les élections. Donc, j'allais dire, la conjonction de cet ensemble de facteurs crée les possibilités de l'apparition de quelque chose que l'on ne peut pas prévoir, j'allais dire, en tant que tel, en disant voilà, il fallait que ça arrive et ça ne pouvait arriver que maintenant. Bien sûr, bien sûr. L'Ukraine a évidemment repoussé les accusations ou les allégations du Kremlin. Je vous propose d'écouter un conseiller du président Zelensky, Mikhailo Podolyak. Soyons clairs, l'Ukraine n'a absolument rien à voir avec ces événements. Tout d'abord parce que nous sommes engagés dans une guerre intense, de haut niveau, à grande échelle, avec l'armée régulière russe et avec la Russie en tant que pays. Tout se décidera sur le champ de bataille. Il est important que l'Ukraine mène des opérations de combat efficaces, des actions offensives, afin de détruire l'armée régulière russe et de mettre ainsi fin à cette guerre. Deuxièmement, l'Ukraine n'a jamais eu recours à des méthodes de guerre terroristes, au terrorisme en tant que méthode. Là, on est vraiment quelques heures après l'annonce de l'attentat, réaction très rapide du conseiller de Zelensky. Sylvie Berman, là, on essaie de se projeter sur, on va dire, les conséquences un peu militaires et notamment cette idée d'une mobilisation générale. Est-ce que c'était un peu dans les tuyaux? Est-ce que ça peut permettre à Poutine une accélération dans cette logique, dans cette stratégie? Alors, beaucoup disaient en Russie qu'il y aurait une mobilisation après les élections. Donc, il n'y avait pas besoin de cet attentat pour fournir un prétexte à cette mobilisation, mais ça accentue l'hostilité vis-à-vis de l'Ukraine, parce que si certains jeunes, en particulier dans les grandes métropoles, ne sont sans doute pas dupes, parce qu'ils ont d'autres informations, une grande partie de la population suit Vladimir Poutine là-dessus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens, très rapidement, ont dit qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, parce qu'ils se doutaient bien qu'ils allaient être accusés. Et comme les deux pays s'accusent régulièrement d'attaques terroristes... Oui, c'est un terme qui est employé d'ailleurs dans un sens un peu différent du nôtre parfois. Oui, tout à fait. Il s'agit de crimes de guerre, enfin en tout cas du côté de la Russie vers l'Ukraine, et en aucun cas d'attentats terroristes. Mais en tout cas, c'est le choix qui a été fait. Et du côté russe, ils accusent également les Ukrainiens d'actes terroristes. Donc ça rentre dans ce narratif. Il y a une chose qu'on peut ajouter, c'est que depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine entend diriger plus ou moins le Sud global. Et il a fait le choix du Hamas contre le reste de la communauté internationale. Le Hamas qui est un mouvement terroriste,
Et donc pour lui, ce n'est pas le moment d'accuser un autre mouvement terroriste, même s'il a commis des attentats contre la Russie depuis plusieurs années. Je vous propose d'accueillir Hélène Blanc, bienvenue. Entrez. Hélène Blanc, politologue, spécialiste de la Russie, bonsoir. Spécialiste du monde slave, auteur de Goodbye Poutine, livre publié aux éditions Ginko. Bienvenue à vous. Merci. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. On est dans cette première partie de débat sur, on va dire, l'instrumentalisation par Vladimir Poutine de cet attentat. Comment vous l'analysez, vous ? Le fait qu'il désigne l'Ukraine, finalement, à mots couverts, c'est pas très étonnant. Voilà. Sa petite fixation obsessionnelle. Non, ce qui est grave, c'est qu'il a eu des avortissements dont il n'a pas tenu compte. Ce qui est grave, c'est que dans ce grand établissement, il n'y avait pas de sécurité. Les caméras ne marchaient pas. Les détecteurs de métaux ne marchaient pas non plus. Il n'y avait personne, apparemment, même pas un vigile, quelque chose. Et puis que les services secrets sont arrivés très tard sur les lieux. Et que manifestement, il n'a pas tenu compte des avertissements qu'on lui a faits. Et qu'il a laissé tuer des moscovites innocents. C'est toujours le peuple qui trinque avec ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des dictateurs. Il n'aime pas son peuple. S'il pouvait ne pas avoir de peuple et juste être tout seul avec son clan, à piller la Russie, il serait ravi. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, il y a toujours un peuple dans un pays. Mais ce que vous nous dites là, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure avec Sylvie Berman, ou même dans notre première partie d'émission, quelle part, ou je sais pas, quelle toute petite part de l'opinion russe le ressent, ça ? Peut-être que d'ailleurs, quand je dis petite, je me trompe, mais... Vous savez, c'est difficile de mesurer ce que pensent les Russes, surtout vu d'ici, mais je pense qu'une partie, en tout cas, des Russes n'est pas dupe. Ils ne sont pas stupides. Et puis, en plus, tout le pays a écouté son fameux discours où il disait, il y a des bruits, des rumeurs d'attentats, etc., mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est du chantage. Oui, quand il parle de l'alerte donnée par les Américains, effectivement, il emploie le terme chantage, provocation, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Le 19 mars, il a fait son discours. Et ça, les Russes l'ont entendu. Tous les Russes l'ont regardé, parce qu'ils regardent le président en général. Et ceux qui ont un peu de mémoire, ils se disent, mais alors, comment ça se fait ? Il nous a dit que tout allait bien, et puis maintenant, ça ne va plus. Alors, enfin, je pense que quand même, certains commencent à avoir des doutes sur cette version officielle. En plus, l'enquête n'a pas vraiment commencé, parce qu'on a arrêté des gens avant même de faire l'enquête, avant même d'avoir des preuves. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est souvent. Ou alors, 10 ans après, on n'a toujours pas trouvé les commanditaires, comme pour Politkovsk, comme pour Nemtsov, etc., tous ces gens qui ont été assassinés parce qu'ils étaient gênants. Ou alors, ça va traîner encore... Là, ça a été très vite, c'est étonnant. Jérôme Klech, la semaine dernière, vous étiez sur ce plateau, on se posait la question d'une éventuelle offensive russe à la fin de l'été, fin du printemps, début de l'été. On évoquait cette perspective. Est-ce qu'il peut y avoir, évidemment c'est difficile de répondre à cette question, mais une sorte de coup d'accélérateur là, parce qu'il y a peut-être pour Poutine finalement une fenêtre d'opportunité, désigner l'Ukraine, accélérer une mobilisation générale, accélérer une offensive. Je tire peut-être des plans sur la comète, mais est-ce que ça vous semble une hypothèse crédible ? Je ne crois pas qu'en fait on puisse relier les deux, dans le sens où en fait cette offensive se prépare déjà. Elle se préparait déjà avant l'attentat en fait. Pour preuve en fait le discours de Sergueï Shoïgu qui a annoncé des dispositions pour lever 80 000 hommes tout de suite ou presque tout de suite, et puis 200 000 à 700 000 hommes pour les mois à venir. Donc cette offensive de printemps, elle se prépare. Est-ce qu'elle aura... Oui, mais c'est peut-être plus facile à faire accepter à l'opinion russe en fait, avec le prétexte de cet attentat. C'est plus facile de mobiliser des hommes en vue de cette offensive, effectivement, avec le prétexte de cet attentat. S'il y a le narratif qui s'installe selon lequel il y aura une complicité ukrainienne, bon, d'accord, mais ce narratif-là, il n'est pas sûr qu'il prenne réellement. Et de toute façon, si on regarde ce qui s'est passé il y a un an, lorsqu'ils ont levé plusieurs centaines de milliers d'hommes, il y a eu quelques remous, mais ça n'a pas empêché de lever quelques centaines de milliers d'hommes. Donc j'allais dire, c'est relativement insensible. Là, l'idée d'instrumentaliser, en fait, une éventuelle ou une prétendue complicité avec l'Ukraine, c'est plutôt à destination, j'allais dire, de nous occidentaux et nous Européens, parce qu'il y a effectivement une division latente, malgré l'accord qu'il y a pu avoir pour soutenir les différentes coalitions capacitaires au niveau européen. Il y a quand même une fracture latente, et ça, il tente de l'instrumentaliser, car s'il arrive à décrédibiliser l'Ukraine, voire
à repousser, à relativiser l'importance de la guerre en Ukraine par rapport à une menace l'État islamique qui concerne tout le monde, c'est la possibilité pour lui de faire en sorte de tarir l'aide à l'Ukraine et d'avoir éventuellement une offensive qui pourra rentrer comme d'un couteau chaud dans du beurre. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que l'Ukraine se prépare, elle prépare des lignes de défense, et donc cette offensive potentielle de la Russie n'est pas gagnée d'avance, si elle devait se produire. Alors, on va justement parler de ces réactions internationales, de l'aide européenne dans un instant, mais d'abord, Mathieu, peut-être la réaction française officielle par la voix d'Emmanuel Macron. C'est un exercice un peu compliqué pour le chef de l'État qui subit depuis ses propos sur l'éventuel envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien une attaque en règle de la part de tout ce que la Russie peut compter d'officiel. La semaine dernière, juste la semaine dernière par exemple, le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, a manié la menace nucléaire, promis de tuer tous les soldats français qui se déplaceront en Ukraine, tenu des propos homophobes délirants sur la perversité de notre classe politique. Il visait le Premier ministre Gabriel Attal. Un autre exemple, Dmitri Medvedev, qui lui a promis, ouvrez les guillemets, aux gallinacés du gouvernement français d'être découpés en morceaux par les parents de soldats français qui seraient tués en Ukraine, ce qui équivaudrait selon lui à la guillotine. Bref, c'est un grand festival d'insultes et de n'importe quoi. Résultat, le président de la République a condamné, lui, dès vendredi, l'attaque terroriste à Moscou, a témoigné de sa solidarité avec les familles des victimes, les blessés et le peuple russe. C'est l'expression qu'il emploie, le peuple russe, quand il veut bien faire la distinction avec les dirigeants. Vous savez, il dit on ne fait pas la guerre à la Russie, on ne fait encore moins la guerre au peuple russe. Il a pourtant proposé l'aide de la France à la Russie. Oui, faisant mentir le vieil adage les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Pourquoi évidemment parce que le terrorisme islamiste, c'est l'ennemi commun. La France a payé un lourd tribut depuis 10 ans. Nous avons proposé aux services russes comme à nos partenaires dans la région une coopération accrue, a-t-il confirmé à son arrivée à Cayenne parce qu'il est en déplacement aujourd'hui. Une proposition à laquelle la Russie n'a pour l'instant pas répondu. Évidemment, parce qu'on l'a évoqué, le Kremlin n'a toujours pas mentionné officiellement la revendication de la Oui, et alors là, c'est intéressant de voir comment Emmanuel Macron, lui, l'a répété sur tous les tons, dans toutes ses prises de position. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et qui l'a mis à exécution, a dit le président, histoire de couper l'herbe sous le pied, ou en tout cas à toute tentative d'instrumentalisation ou de déformation, comme il dit. Le terme qu'il emploie, déformation. Et d'instrumentalisation contre laquelle il a mis en garde la Russie. En clair, pas question de faire porter le chapeau à l'Ukraine. Ce serait à la fois cynique et contre-productif, a ajouté le chef de l'État, contre-productif pour la Russie elle-même et pour la sécurité de ses ressortissants. Bref, on voit bien une espèce d'exercice d'équilibrisme, mais qui, de toute façon, n'a pas pour l'instant grande influence à Moscou. Évidemment. Merci beaucoup, Mathieu. Sylvie Berman, j'espère que votre voix va vous laisser la possibilité de participer à ce débat. Merci d'être là, malgré tout. Mais il y a eu effectivement ces messages de soutien au peuple russe, de la France, mais aussi des États-Unis, de la Pologne, de l'Allemagne. Je voudrais qu'on se projette un peu sur la place de Poutine, finalement. Vous dites il se voit en chef du Sud global, c'est quand même l'ennemi désigné de l'Occident. Est-ce que ça peut un tout petit peu changer quelque chose, ça ? Ça aurait pu changer quelque chose s'il en avait fait le choix. Oui. Il aurait pu effectivement se présenter comme victime du terrorisme islamique et en disant voilà, c'est notre ennemi commun et c'est l'ennemi prioritaire. Or, ce n'est pas le choix qu'il a fait. Quand le président de la République offre une aide accrue, il y a déjà, évidemment, une coopération de nos services sur le terrorisme. Et compte tenu de l'origine des terroristes, c'est vrai que les Russes ont quand même beaucoup d'informations. Et je pense qu'il a à l'esprit les Jeux Olympiques et même avant les élections européennes. Ouais. Ça, c'est effectivement pour le côté français. Vous avez commencé à l'évoquer, Jérôme Klech, mais une coalition, le retour d'une action antiterroriste commune. Alors il y a les services de renseignement qui évidemment peuvent collaborer et s'auto-alerter, mais Moscou faisant partie de cette action commune en pleine guerre avec l'Ukraine, c'est totalement improbable. Ça aurait pu être un choix de Vladimir Poutine, le disait Sylvie Berman. Comment vous l'évoquez, ça ? Déjà, si on regarde bien le discours de Vladimir Poutine, il avait quand même dit
qu'il appelait à une coopération internationale pour la lutte contre le terrorisme. Mais il n'a pas qualifié le terrorisme dont il s'agissait, ce qui fait qu'il se garde des marges de manœuvre. Et effectivement, comme le dit Sylvie, on aurait pu s'attendre à ce qu'il joue la carte du réchauffement. Je rappelle quand même qu'après le 11 septembre 2001, c'est quand même Moscou, je parle sous votre contrôle Sylvie, premier pays qui a appelé les États-Unis. Et il faut savoir que dans la lutte contre l'État islamique, la Russie, même si c'était effectivement aussi pour soutenir le maintien de Bachar el-Assad, a été très active. Ils se sont même arrogé la victoire en 2017, ça avait agacé d'ailleurs les Occidentaux. Donc ils sont très actifs et ce qui explique aussi d'ailleurs que l'État islamique a une dette de sang envers la Russie. Donc en matière de coopération internationale contre l'islamisme radical et le terrorisme islamique, la Russie est très active. Et donc la carte d'un réchauffement est toujours possible. Et pour l'Ukraine, j'allais dire, c'est un danger parce que on sait bien qu'on peut difficilement empiler les conflits et que dans l'opinion publique internationale et en matière de soutien, j'allais dire, une crise, un conflit a tendance à chasser l'autre. On l'a vu pendant quelques mois, les attentats du 7 octobre ont mis un petit peu entre parenthèses l'Ukraine, au moins sur la scène médiatique. Et donc l'idée de ce réchauffement-là est tout à fait possible. Et d'autant plus que dans les mois à venir, regardez bien comment les choses se passent, souvent ces attentats vont malheureusement par série. C'est rare qu'il y ait un événement comme ça sporadique d'une telle ampleur et qu'il n'y ait rien derrière. Donc ça existe sans doute, ça explique aussi sans doute le relèvement du niveau d'alerte en France. Totalement. Et s'il devait y avoir d'autres attentats de ce type-là dans une capitale ou dans une autre d'une ampleur comparable, souvenons-nous qu'en 2015, il y en a eu 5 derrière, 4 derrière quand même. Voilà. Eh bien, il est probable que l'islamisme radical revienne sur le devant de la scène et que ça fédère davantage, et je le dis j'essaye de bien comprendre ce que vous dites, au point de finalement changer la donne sur l'aide à l'Ukraine, sur le fait que ce soit une priorité des pays occidentaux. C'est une possibilité, les choses peuvent se virer très facilement. J'allais dire, il suffit qu'il y ait un concert d'intérêt particulier entre les États pour que ça se fasse. Joe Biden a dit effectivement c'est l'État islamique, mais a rajouté aussi derrière que cette menace concernait tout le monde. Donc il suffit encore une fois que derrière cette menace qui est bien réelle, il y ait un enchaînement d'1, 2, 3, il n'en faudra peut-être pas autant d'attentats, ça peut effectivement cristalliser une résurgence de peur autour de ce fléau qui a toujours été là, et on pourra y revenir, n'a cessé d'être là, mais a été mis un petit peu à l'arrière-plan médiatique. Alors, information intéressante en cette fin d'après-midi, elle vient de nous être fournie par nos confrères de l'agence France Presse, réaction de Vladimir Poutine. Il dit pour la première fois que l'attaque près de Moscou a été commise, j'ouvre les guillemets, par des islamistes radicaux. Alors ça c'est quand même assez intéressant, Hélène Blanc. Est-ce qu'il y a là un changement de pied c'est ce qui voilà, mais ça rejoint un peu ce que vous dites, quoi, un changement de pied dans la communication du président russe. Alors moi, c'est difficile de l'analyser à chaud, mais bon, voilà ce que nous livre l'information. Une chose que je me demande, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres attentats en Russie? Parce que d'après certaines sources, ce ne sont pas les terroristes qui auraient été arrêtés, mais des gens qu'on a pris comme ça pour montrer au peuple que, voilà, tellement on est efficace, etc. Ils les ont bien... Ils leur ont bien tapé dessus, alors on va être prudent là-dessus, hein, évidemment. Alors, moi, je ne sais pas. Non, parce que c'est vrai que leur arrestation a été une arrestation éclair. Entre le vendredi soir et le samedi matin, alors qu'ils n'avaient pas eu le temps de commencer une enquête, qu'ils n'avaient aucun élément, rien. Enfin, moi, je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est la voiture, ils ont peut-être eu le temps de prendre le numéro, je ne sais pas. Enfin, moi, si vous voulez... C'est quoi, c'est l'histoire qui vous mène à douter systématiquement de ce que Vladimir Poutine peut nous dire, c'est ça? C'est-à-dire que j'ai étudié tellement d'attentats depuis au moins 25 ans. Dans le tas, il y en avait des vrais, et dans le tas, il y en avait des faux. Alors, le problème, c'est qu'il s'agit de démêler les éléments que nous avons, et pour l'instant, on en a très peu. Mais ça, s'il a fait ça, c'est qu'il a son idée. Alors, je veux bien vous entendre, Sylvie Bermann, là-dessus. Quand Vladimir Poutine, après, finalement, pendant 48 heures, avoir laissé entendre que c'était l'Ukraine, alors maintenant, il parle d'islamistes radicaux. Alors, il n'avait pas dit que c'était l'Ukraine. Non, il avait laissé entendre des complicités, il fuyait vers l'Ukraine, etc. Bon. Différent. Bon, aujourd'hui, pourquoi il a changé d'avis? Parce que c'est évident pour le monde entier. Parce qu'on a les informations, on a les positions des services occidentaux, et donc c'est difficilement crédible.
Je ne sais pas pourquoi il a décidé aujourd'hui, effectivement, de reconnaître cela. Mais est-ce qu'il peut aussi y avoir, je rejoins ce que disait Jérôme Klech tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'opportunisme à se dire finalement, relançons une sorte de guerre des pays occidentaux, finalement avec la Russie, contre le terrorisme islamiste. Ça serait un changement de pied étonnant. Stupide de faire cela. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit prêt, parce que de toute façon, il a cette obsession ukrainienne. Oui, mais en même temps, il sait qu'on sait que personne n'a intérêt à un affrontement de bloc. Il ne le souhaite pas, nous ne le souhaitons pas, et qui veut la paix prépare la guerre. Effectivement, on y est prêt, on s'y prépare, mais personne ne le souhaite. Donc une fois que les choses sont dites, c'est un statu quo. Après, il sait aussi qu'on sait que les réalités territoriales aujourd'hui de l'Ukraine vont difficilement pouvoir être remises en cause. Et donc, il va bien falloir trouver un point de sortie. Et ce point de sortie, il sera d'autant plus facile à trouver hors caméra, si je puis dire. Donc, s'il devait y avoir une menace qui prenne le dessus, ce serait plus facile pour trouver un point de sortie. Ça, c'est des réalités des relations internationales que je n'invente pas. On se souvient qu'après le 11 septembre, les États-Unis ont déclenché une nouvelle offensive en Irak. Ils sont surtout allés avant bombarder l'Afghanistan pour punir, c'était choquer, effrayer les populations. Est-ce que l'opinion russe pourrait comprendre que Vladimir Poutine se concentre sur l'Ukraine, mais n'aille pas frapper, par exemple, dans ce qu'il appelait autrefois le Khorasan, mais dans ses positions, en tout cas en Afghanistan. Est-ce que il pourrait et même du point de vue russe, est-ce qu'on pourrait accepter peut-être Hélène Blanc là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer un Vladimir Poutine ne vengeant pas cet attentat, puisqu'il parle aujourd'hui d'islamistes radicaux, en essayant d'aller punir ceux qui sont à l'origine, au-delà des 4 qui ont été arrêtés? On a quand même vu que depuis quelques jours, les bombardements ont augmenté en intensité. Et aujourd'hui, c'est Kiev qui a été bombardé, mais en pleine journée. Alors que les autres fois, c'était plutôt pendant la nuit. Or, dans la journée, c'est là où on fait le plus de victimes, parce que les gens se promènent, ils vont faire leurs courses, ils vont au travail. Donc ça, c'est pour l'Ukraine. Mais ça, c'est pour l'Ukraine. Pour le Tadjikistan, quand même aller buter les Tchétchènes jusque dans les toilettes. Oui, je pense qu'effectivement, mais ça encore un attentat qui a été faussement attribué aux Tchétchènes, et on sait pertinemment aujourd'hui que c'était le FSB. Donc vous voyez, c'est pour ça. On n'a pas encore tous les éléments. Je pense que les services secrets internationaux sont en train de chercher. Et il y en a qui sont excellents et qui vont trouver. Et donc, je pense qu'il avait du mal à maintenir sa version parce que il a bien vu, je pense que même le peuple, une partie du peuple n'y croyait pas. Et que, en tout cas, les Occidentaux n'y croyaient pas non plus. On n'a pas beaucoup entendu la Chine sur ce propos. Je crois qu'elle est prudente et qu'elle attend un peu de voir comment ça va tourner. Je rappelle Vladimir Poutine en cette fin d'après-midi de lundi qui dit finalement que l'attaque près de Moscou a été commise par des islamistes radicaux. Alors je voudrais qu'on continue de s'intéresser aux conséquences sur la façon dont la Russie mène la guerre en Ukraine, les conséquences de cet attentat, avec d'abord un élément. C'est dans ce contexte qu'un missile russe a survolé la Pologne. On était dans la nuit de samedi à dimanche. Pour lancer ce chapitre, je vous propose d'écouter le ministre polonais de la Défense. À 4h43, un missile de croisière tiré par l'aviation à long rayon d'action de la Fédération de Russie a violé l'espace aérien polonais. Le missile a pénétré à hauteur du village d'Ozerdov, dans la voïvodie de Lublin, et a quitté l'espace polonais au bout de 39 secondes. Il s'est enfoncé dans notre pays à une profondeur d'environ 1000 à 2000 mètres. 40 secondes, 1000 mètres, on pourrait se dire c'est pas grand-chose. Jérôme Klech, c'est pas la première fois d'ailleurs. Non, ça s'est produit au mois de décembre, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y a eu le cas du missile qu'on a cru d'abord russe, et puis qui s'est avéré être un missile ukrainien, et qui finalement s'est écrasé effectivement en Pologne. Que dire là-dessus, en fait? Ça peut être une erreur. La question, c'est toujours celle de est-ce que ça va déclencher l'article 5? Bon, fort heureusement, il y a la question de l'intention qui compte énormément. Et là, d'ailleurs, il faut rendre hommage aux forces polonaises qui ont fait preuve d'un sang-froid admirable, et la question du discernement. Voilà. Donc savoir s'il y a une intention derrière. Ça, c'est fondamental, parce qu'on n'agit pas de la même façon si, effectivement, l'idée, c'est de frapper
le territoire de l'OTAN que si ça a écorné l'espace aérien, même si ça peut être une manœuvre d'intimidation et une forme de test. Bien sûr qu'on n'agit pas de la même façon. Voilà. Après, est-ce que ça représentait un réel danger ? Non, ils ont suivi le missile tout du long. Il aurait très bien pu être intercepté et tiré. Ils ne l'ont pas fait. Il y a une surveillance, une police du ciel qui est assurée notamment par évidemment les Polonais, ça va sans dire, mais par les Alliés. La France d'ailleurs, qui met à disposition régulièrement de Rafale, qui fait des missions de 9 heures comme ça, des allers-retours pour assurer la police du ciel. Donc, j'allais dire, il n'y a pas péril en la demeure, mais il y a toujours la question du symbole et puis la question de ce qui se passerait si ça pouvait aller au-delà. Voilà. Votre avis, Sylvie Berman, est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine teste l'OTAN ? Non, là, je ne pense pas. C'est certainement une erreur, comme ça vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des usages diplomatiques et que quand il y a une faute commise, il y a une convocation de l'ambassadeur. Et donc, le ministère des Affaires étrangères polonais a convoqué l'ambassadeur de Russie qui n'a pas estimé utile de se présenter en disant « envoyez votre plainte à Moscou ». Alors que généralement, même dans des situations de conflit, les usages sont respectés et quand un ambassadeur est convoqué, il se rend à la convocation. C'est du jamais vu, ça. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment... m'en fiche. Là, franchement, je trouve qu'il est allé fort, l'ambassadeur. Mais bon, il doit avoir des instructions, je suppose. De toute façon, les Russes ne se trompent jamais. Il n'y a pas de souci. Tiens, dernière déclaration de Vladimir Poutine, c'est intéressant, hein, on le suit vraiment en temps réel en cette fin d'après-midi. Donc, je le disais, Vladimir Poutine qui, pour la première fois, reconnaît que les attentats sont le fait d'islamistes radicaux, mais il continue, il ne veut pas totalement se contredire, il continue de dire que les assaillants fuyaient vers l'Ukraine et il veut savoir pourquoi. Donc, on va continuer, je pense, de manier ces deux thèses de la part de Vladimir Poutine pour l'opinion russe. Il nous reste une dizaine de minutes et on va se concentrer un peu sur la réponse européenne, sur l'aide européenne, sur ce que l'Ukraine attend de l'Europe. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre, puisque en fin de semaine dernière, il y avait ce sommet européen. Rebonsoir Steve, l'Union qui a avancé dans ses annonces en matière de soutien à l'Ukraine. Oui, réunion des 27 jeudi et vendredi dernier à Bruxelles. C'était un genre de sommet de guerre, Thomas. L'idée était d'afficher l'unité des Européens et de monter en puissance en matière de défense en amont du sommet. Le 18 mars, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait publié une tribune dans Libé. On va la voir, il dit la chose suivante: si nous voulons la paix, il faut nous préparer à la guerre. C'est un clair changement de ton du côté des dirigeants européens. La semaine dernière, les 27 ont acté une aide militaire supplémentaire de 5 milliards d'euros à l'Ukraine pour l'année 2024. Mais cette aide pourrait aller encore plus loin. Bruxelles a en effet décidé de mettre la main sur les avoirs russes gelés depuis le début de la guerre. Écoutez. Nous avons pris des décisions très importantes, notamment en rendant possible l'utilisation des bénéfices des avoirs russes gelés. C'est la proposition mise en place par la Commission. Nous sommes déterminés à agir très rapidement afin de prendre une partie de cet argent pour soutenir l'Ukraine, y compris cette possibilité d'équipement militaire. Nous envoyons un signal très clair à Poutine. Il fait un mauvais calcul s'il pense que nous ne serons pas en mesure de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. L'utilisation des avoirs est un élément mineur, mais important ici. Environ 200 milliards d'euros d'avoirs russes sont actuellement gelés par l'Union européenne. Les montants que les Européens veulent utiliser, ce sont les intérêts de ces avoirs. Ça pourrait représenter entre 2 et 3 milliards d'euros par an selon Bruxelles. Cet argent pourrait donc servir à financer de nouvelles armes pour l'Ukraine dès cet été, Thomas. Et l'Union européenne pourrait aller encore plus loin en finançant un grand emprunt commun. Oui, clairement, le nerf de la guerre, c'est l'argent et tous les pays européens n'ont pas les mêmes moyens. Emmanuel Macron souhaite, vous le savez, lancer un grand emprunt à l'échelle européenne, à l'image de ce qui a été fait en matière de Covid. Jusque-là, l'Allemagne et les pays du Nord disaient niet, mais les lignes sont peut-être en train de bouger. L'Allemagne et les Pays-Bas ont accepté d'étudier la question. La Commission européenne devra rendre un rapport d'ici le mois de juin. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a chiffré les besoins de financement complémentaires. Il parle de 100 milliards d'euros. Écoutez-le. J'estime qu'il faut 100 milliards, 50 milliards pour défendre tout ce qu'on appelle nos espaces contestés, le spatial, le cyber, le maritime, l'aérien, mais également 50 milliards pour accroître cette accélération donc de l'appareil de défense. Donc ça, on revient en juin là-dessus. C'est donc une avancée tout à fait majeure qui a été faite.
Voilà, et pendant ce temps-là, l'Ukraine attend toujours des nouvelles des Américains. À l'heure où on parle, 60 milliards de dollars d'aide militaire sont toujours bloqués au Congrès. Les Républicains refusent de donner leur feu vert, Thomas. Merci beaucoup, Steve. Alors on parle, et c'est pas la première fois que j'en parle sur ce plateau, des pays frugaux, Sylvie Bermann. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, Allemagne, Autriche, Suède, Danemark, qui doivent me manquer, les Pays-Bas, si je ne me trompe. Les pays du Nord. Donc ce sont ces pays-là qu'il faut convaincre aujourd'hui, ce grand emprunt européen pour la défense. Oui, parce que... Est-ce que les lignes bougent effectivement? Alors dans le passé, même pour l'emprunt sur la relance post-Covid, ça avait été très difficile avec l'Allemagne. C'est une décision qui est intervenue entre le président Macron et la chancelière allemande. Mais à chaque fois, il faut les convaincre parce qu'ils sont réticents. Ça peut arriver parce que si effectivement Donald Trump est élu et que c'est la fin de l'aide américaine à l'Ukraine, il faut que l'Union européenne soit en position d'aider ce pays. D'autant plus que là, les chiffres qui ont été évoqués sont dérisoires. Les intérêts des emprunts, c'est 2 à 3 milliards. Ce que les Américains avaient promis, c'est 61 milliards, comme ça vient d'être appelé. Et puis même les 50 milliards qui avaient été décidés très récemment, ce n'était pas 50 milliards pour cette année. C'était 50 milliards en 4 fois. Donc effectivement, il faut trouver à un moment donné de l'argent supplémentaire. Oui. Je ne peux pas finir votre phrase. J'ai mal pour vous. Hélène Blanc, est-ce que ce message de fermeté, c'est un message de fermeté envoyé par les Européens? Bon. Oui. Bon, voilà. Après, on va parler de la capacité à aider vraiment l'Ukraine en munitions et en armes. Mais comment est-il reçu par Vladimir Poutine? Est-ce que vous pensez que c'est un message qu'il entend? De toute façon, il est parfaitement au courant de tout ce qui se passe chez nous. La France, d'ailleurs, est devenue est dans son collimateur depuis un moment. Et donc, il faut que nous attendions, nous aussi, à des problèmes, des cyberattaques, toutes sortes de choses. Donc, en plus du terrorisme, ça va être sympathique ces prochains mois. Mais je me demande, parce que j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas juriste, je me demande si le fait de prendre ces intérêts russes et de les déporter sur l'Ukraine, juridiquement, ça pourrait peut-être poser des problèmes. C'est compliqué. Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai entendu dire que c'était un beau rêve, mais que ça n'allait pas se faire dans les 5 minutes, ça c'est sûr. Oui, effectivement. Donc, c'est maintenant qu'ils ont besoin, c'est pas dans 6 mois, dans 1 an. C'est ce que j'allais dire à Jérôme Klech. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, mais quelle est l'urgence en fait pour l'armée ukrainienne aujourd'hui? C'est des obus, c'est des munitions essentiellement? En partie, en fait, il y a des coalitions capacitaires qui se montent autour des armes de frappe dans la profondeur, donc des missiles de croisière, typiquement les Storm Shadow, les Scalp, les Taurus allemands. Frapper dans la profondeur, c'est fondamental, je le rappelle, pour, faire bouger les équilibres. Les quelques batailles réussies de la contre-offensive, c'est typiquement les frappes ukrainiennes sur la flotte de Sébastopol qui a permis, par exemple, de rouvrir la route céréalière depuis Odessa. Voilà, c'est un élément important. Ces quelques frappes aussi sur la Crimée qui ont un moment mis en péril l'approvisionnement logistique de la Russie vers la Crimée. Voilà, ça c'est des points importants. Pareil, il faut aussi être capable de réarmer sur le plan des drones, sur le plan de l'artillerie, des obus de 155, ça fait partie, voilà. Là aussi, c'est une coalition capacitaire, drone. Et puis les munitions, vous en avez parlé, j'en ai parlé aussi avec les obus pour l'artillerie. Ça, c'est important. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est d'être capable d'avoir suffisamment de troupes. Donc là, il faut pouvoir mobiliser des troupes. Et là, c'est le travail, effectivement, de l'Ukraine, d'être capable d'avoir cette mobilisation. Là, la démographie est assez cruelle. Par rapport aux données russes, fatalement, il y a un déséquilibre. Donc ça, l'enjeu, c'est dans les mois à venir. C'est pas l'année prochaine, c'est dans les mois à venir. Parce que s'il devait y avoir offensive russe, ce serait dans les mois à venir. Voilà. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas cette offensive russe, le fait même qu'elle puisse avoir lieu fait peser une pression à laquelle il doit falloir pouvoir répondre.
C'est également vrai en termes de défense, où on sait que l'Ukraine reproduit finalement ces fameuses lignes Sourovikine, hein, les mêmes lignes que les Russes avaient faites. Qui ont permis aux Russes de contrer la contre-offensive ukrainienne. Voilà, ces fameux dents de dragon, ces champs de mines. C'est quoi, ces 3 ou 4 niveaux successifs avec, de défense, avec des tranchées, mais le plus efficace, c'est alternance de dents de dragon et de champs de mines, avec cette capacité, en fait, à chaque fois que l'attaque vient s'abîmer dessus, de frapper éventuellement aussi avec des drones. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut pour l'Ukraine. Mais au-delà, j'allais dire, entre guillemets, du cas de l'Ukraine pour l'Ukraine, ce qui est bien pointé ici dans ce sursaut européen, c'est la nécessité de s'armer des armements même dont les Européens ont besoin pour étoffer leurs forces conventionnelles. Et le fait d'étoffer ces forces conventionnelles, non seulement c'est être crédible en cas de guerre haute intensité, mais ça assoit d'autant plus aussi la puissance nucléaire. Parce que la puissance nucléaire a quand même vocation, quoi qu'on en dise, même s'il y a des gradations avec notamment la composante aérienne, mais la composante océanique, c'est une arme quand même de non-emploi, de frappe en second. Donc elle ne peut être véritablement crédible dans ce jeu psychologique que si les forces conventionnelles sont suffisamment étoffées. Et c'est tout l'enjeu, en fait. Un dernier mot, Hélène Blanc, puisque là, on se projette sur on a parlé de mobilisation générale, de capacité de la Russie à mobiliser des centaines de milliers d'hommes. C'est si facile que ça? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt économique pour ceux qui sont mobilisés, ça rapporte de l'argent à leur famille. Enfin, essayons de comprendre si finalement la jeunesse russe y va, quoi. Ils ont tout essayé parce que manifestement les jeunes russes et d'ailleurs les autres aussi ne se précipitent pas. Ça c'est clair, mais c'est un peu la même chose maintenant en Ukraine aussi. Au début il y avait du patriotisme, etc. Ils y allaient la fleur au fusil. Maintenant, au bout de 2 ans bientôt et demi, ça commence à être difficile. Je dirais aussi, pour rebondir sur ce que tu as dit, qu'il leur faut absolument, mais maintenant, des batteries anti-aériennes. Ça, c'est très important. Il leur faut quelque chose pour faire sauter le pont de Kerch. Parce que ça, s'ils y arrivent, ça serait formidable. Et de croisière. Et pour ça, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Et puis, bien sûr, il faut des avions qui sécurisent le ciel ukrainien. Merci beaucoup. On termine là-dessus. Je rappelle très vite les titres de vos livres. Sylvie Berman, Madame l'ambassadeur aux éditions Talendier. J'espère que vous aurez retrouvé votre voix la prochaine fois que vous viendrez sur ce plateau. Hélène Blanc, Goodbye Poutine, c'est chez Ginko Éditeur. Jérôme Klech, La prospective stratégique chez Herman. Voilà, fin de cette émission. Je vous dis à demain et notez que l'invité de la matinale, Oriane Mancini reçoit Luc Carnevas, le maire PS d'Alfortville, qui est également porte-parole du Parti socialiste. Belle soirée.